Je viens de finir j'ai fini en fin 2023 mon doctorat. C'était un doctorat en sciences de l'information et de la communication et je l'ai consacré aux techniques de modification de la météo. Et j'étudie également les techniques de modification du climat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ces techniques. Oui? Non? Ok, alors l'idée ça va être de vous présenter un petit peu déjà de quoi il s'agit, faire un petit tour d'horizon très rapide des techniques et puis après on pourra voir les grands enjeux sociétaux, éthiques, environnementaux qu'il y a derrière ces techniques. On va peut-être commencer par les techniques de modification de la météo parce que c'est peut-être les techniques les plus simples à appréhender. En tout cas vous me ferez un retour, vous me direz si c'est vrai ou pas. Hop, alors... par modification de la météo, donc généralement on entend ensemencement des nuages. Donc c'est une technique qui consiste à mettre des produits chimiques dans les nuages. Vous avez dû alors peut-être en entendre un peu plus parler que les autres types de techniques que je vais vous présenter plus tard. Donc on va aller mettre par exemple de l'iodure d'argent ou du sel en fait, du sel de cuisine tout simplement, soit par avion. Donc on va charger tous nos petits produits chimiques sur un avion et on va aller larguer ça par avion dans nos nuages. Soit on va avoir des petites cheminées qui brûlent une solution et qui va faire remonter les produits chimiques dans les nuages. Ou bien encore parfois on peut avoir un ballon. On va avoir un ballon, on va y accrocher une petite torche avec des produits chimiques dedans et ça va monter dans le nuage et ça va modifier la structure chimique du nuage. Alors pourquoi on fait ça? Je pense que c'est une question assez légitime. Ça va être soit pour augmenter les chutes de pluie, donc en fait on a besoin qu'il pleuve plus ou qu'il pleuve plus rapidement, et donc tous ces produits, ces petits produits, ils vont accélérer en fait le processus de condensation des gouttelettes dans le nuage. En tout cas, les procédés chimiques, techniques partent de ce principe-là. Mais on va voir que c'est aussi des théories qui peuvent être contestées. Et sinon, on va essayer de diminuer les chutes de grêle. C'est-à-dire qu'on part du principe que, alors ça c'est un peu compliqué, mais disons que si on met de l'iodure d'argent dans un nuage, l'iodure d'argent ça imite la structure de la glace. C'est une structure à peu près similaire. Et donc quand vous allez mettre ça dans votre nuage, vous allez avoir beaucoup plus de petits noyaux de glace. Et le principe, c'est que si vous en avez beaucoup plus, l'eau se répartit sur un nombre plus grand de petits noyaux. Et quand vos noyaux tombent, ils sont beaucoup plus petits, ou bien ils fondent carrément en tombant. Et donc l'idée derrière ça, c'est de réduire la taille des grêlons qui tombent principalement donc, sur nos villes, mais bien évidemment l'intérêt essentiel, c'est de protéger nos cultures. Ça se fait de manière routinière quasiment partout dans le monde. Donc vraiment, il y a de très nombreux pays qui font ça, principalement des pays développés, industrialisés, donc principalement à des fins agricoles, à des fins économiques. Donc ça va surtout être des agriculteurs, des associations agricoles ou bien voilà, des entreprises qui vont chercher en fait, à faire de la sécurité alimentaire et à faire en sorte qu'on ait de moins en moins de pertes liées à la grêle. Ça va, c'est à peu près clair? Oui. Et n'hésitez pas à m'interrompre si s'il y a des petits points il y a des petits points qui sont flous. Alors, oui. C'est de manière localisée, puisque vu que l'ensemencement se fait dans les nuages bougent, et Oui. du coup, comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive au bon endroit, au bon moment? Alors, très bonne question. Et ça, c'est une question que les opposants à ce type de technique vont souvent poser à les personnes qui les pratiquent. L'idée, c'est que ça va avoir une action assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois que vous ensemencez votre nuage, dans les heures qui vont suivre, vous allez soit avoir des chutes de pluie, soit l'idée c'est par exemple si vous avez un orage qui arrive, vous allez faire en sorte de l'ensemencer très rapidement pour que très rapidement les chutes de grêle soient désamorcées. Donc disons que sur le plan plutôt temporel, on est sur une fenêtre de quelques heures. Après, ce qui va être intéressant à regarder, c'est effectivement vos nuages bougent et une fois que vous les avez fait pleuvoir, disons que vos nuages continuent leur route, ou en tout cas il y a quand même une route voilà, un cheminement de l'humidité, etc., de la vapeur d'eau. Et donc l'idée, et on va y revenir par la suite, c'est de se demander si une fois que vous avez fait pleuvoir sur votre territoire, ça ne prive pas vos voisins de pluie,
Ça, c'est un énorme enjeu géopolitique, directement lié donc à votre remarque, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Excusez-moi, je maîtrise très mal cette montre. Donc, je vous en ai parlé, c'est un dispositif aujourd'hui civil qu'on utilise surtout pour l'agriculture, mais les origines de ces techniques de modification de la météo, elles sont militaires. Donc, vous voyez, je vous l'ai mis là, on découvre le principe scientifique de l'ensemencement des nuages, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, en 1946, et en fait, c'est découvert par un laboratoire qui est directement financé par l'armée américaine. En fait, l'idée, c'est de chercher des moyens de modifier la météo à des fins de supériorité opérationnelle, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler les éléments bien pour avoir un avantage sur les armées, sur les forces armées ennemies. Donc, on découvre ça en 1946, et puis, dans la décennie qui suit, on va essayer d'ensemencer des ouragans, de dissiper des brouillards, de faire tout un tas de choses. Donc, encore une fois aux États-Unis, pour essayer de devancer les forces armées ennemies. Et donc, ce qui va être intéressant à voir, c'est qu'on va aller utiliser ça directement sur le terrain. Et alors, ce qui m'a étonné, ce que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que l'armée française a utilisé ça en Indochine pour augmenter les chutes de pluie et enliser les forces armées ennemies, enliser en fait les déplacements qui cherchaient à faire du ravitaillement, etc. Donc vraiment une grosse opération d'ensemencement des nuages en 1954. Ensuite, il y a ce projet américain qui s'appelle Storm Fury, où là on va aller encore plus loin dans la modification des ouragans. Et le but, ça va être à la fois d'affaiblir les ouragans qui se rapprochent des côtes atlantiques, mais aussi de chercher parfois à les rediriger vers des ennemis. Et puis, donc peut-être l'élément le plus controversé de la guerre froide, ça va être l'utilisation par les États-Unis dans le cadre de la guerre du Vietnam avec l'opération Popeye. Est-ce que vous en avez entendu parler de cette opération ? Donc là, les États-Unis vont larguer des quantités vraiment monstrueuses de produits, encore une fois, en fait, pour la même finalité que l'armée française en Indochine, durant la guerre d'Indochine, donc pour enliser les déplacements ennemis. Et ça va faire un gros scandale, vraiment un énorme scandale aux États-Unis. Et ça va aboutir en fait à la convention ENMOD. Pareil, est-ce que certains d'entre vous en ont entendu parler de cette convention ? Alors, il s'agit d'une convention qui prohibe l'usage des techniques de modification de la météo à des fins hostiles. C'est-à-dire qu'on va dire il n'est plus question de modifier la météo pour nuire à une armée adverse, pour nuire à un État adverse. Et cette convention, elle va être signée en 1976 à la demande de l'Union soviétique, qui en fait avait tout intérêt à dénoncer les actions des États-Unis et à faire advenir ce sujet aux Nations Unies. Ça va, c'est clair jusque-là ? Ok. Quels sont les pays qui ont ratifié la convention ? Alors, très bonne question. Donc, il y a eu au début les États-Unis et la Russie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la France ne l'a pas signée. Et donc, je ne sais pas si vous avez des hypothèses sur ce point. Moi, je me pose encore toujours la question, pourquoi est-ce que la France n'a pas signé la convention ENMOD ? Donc, il y a le programme nucléaire, qui potentiellement a pu influencer la décision française, puisque, en fait, on parle de manière très très vague de modification de l'environnement à des fins hostiles. Donc, selon peut-être une certaine interprétation de la convention, on a pu peut-être penser que ça pouvait faire peser un risque sur le programme nucléaire, qui est une forme de modification de l'environnement. Donc il y a eu un refus de la France de le signer. Aujourd'hui, on a pas mal d'États parties, on en a plusieurs dizaines, mais la France n'est toujours pas signataire, par exemple. Ce qui pose question. Et la question a été reposée cette année par des sénateurs pour faire avancer la question donc en France, essayer de faire signer la France. Mais on avance vraiment tout doucement. Mais en tout cas, à la base, en fait, ça, c'est issu d'un accord bilatéral
États-Unis-Russie, qui a ensuite abouti sur une convention. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette convention, c'est qu'elle ne prohibe l'usage de techniques de modification de la météo, mais qu'entre États parties. C'est-à-dire que si vous êtes partie à la convention, vous pouvez très bien utiliser les techniques de modification de la météo contre un État qui n'est pas partie. Donc en fait, les Américains et les Russes, ils ne peuvent pas se modifier l'un l'autre, mais par contre, si les Russes ils veulent arroser les Ukrainiens, ils peuvent. Alors, tout à fait, oui. Tout à fait. Mais alors, alors, si vous voulez, on peut regarder la liste exacte des États qui ont signé actuellement pour que je vous donne un peu plus de détails. Hop. Alors, on essaie de prendre les États les plus intéressants. Alors, l'Allemagne est signataire, par exemple. On a la Belgique, le Brésil, le Canada. Alors, très intéressant, la Chine. La Chine qui a signé il n'y a pas longtemps, en 2005, mais qui ne s'est engagée à ne pas modifier la météo que sur la région de Hong Kong et sur Macao. Donc, encore une fois, très intéressant de voir comment on peut aussi sélectionner les territoires sur lesquels on veut que ça s'applique et sélectionner les territoires sur lesquels on veut que ça ne s'applique pas. Et donc la Chine, en fait, c'est très intéressant. La Chine fait un énorme programme de modification de la météo sur le plateau tibétain, donc à la frontière avec l'Inde. C'est vraiment un énorme projet. C'est le plus gros projet qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que sur un espace qui est à peu près de la taille de l'Espagne, en fait, du territoire espagnol, ils sont en train de construire des en fait, des champs de petits générateurs à iodure d'argent. Donc je vais vous montrer après un petit schéma, mais en fait c'est des petites cheminées, des petits brûleurs qu'on peut voir dans nos vignes en France, mais ils vont faire ça sur une très grande surface, avec donc le risque que d'une part ça influe les conditions météorologiques sur le territoire indien, et d'autre part aussi qu'il y ait des dérives et de potentiels usages militaires. Parce qu'il y a la possibilité, là, si vous modifiez vraiment très largement la météo, de, par exemple, produire des crues, produire des inondations sur une partie du territoire indien. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et donc, effectivement, c'est très intéressant d'aller voir le détail des signataires et aussi des petites astérix qui font que, ils sont parfois que demi-signataires. Voilà, il y a des petites dynamiques comme ça, mais on va entrer un petit peu plus. Et au Moyen-Orient, où ils n'ont pas beaucoup d'eau, Ouais. est-ce qu'il y a des signataires? Alors, signataires, je ne pense pas, non. Pas de signataire de la Convention ENMOD, par contre, beaucoup de développement technologique pour augmenter les rendements en eau. On peut vérifier si vous voulez, parce que maintenant j'ai pris la liste sous les yeux. Hop. Non. Non. Il y a la Turquie. Sachant que, alors très intéressant parce que l'ensemble des pays du Golfe pratiquent la modification de la météo. Il n'y en a pas un seul qui est signataire. Après, ce qui les intéresse, c'est moins des usages à fin hostile, parce qu'encore une fois, c'est une convention qui ne vise que les pratiques de modification de la météo à des fins belliqueuses. C'est moins ça qui les intéresse que de sécuriser leurs approvisionnements hydriques. Mais effectivement, la question se pose. Après, donc ce n'est pas une convention contraignante. C'est-à-dire que vous pouvez être signataire et puis l'enfreindre, mais il ne va rien se passer. Je pense qu'on voit bien les limites du droit international aujourd'hui. Et donc quand on est en plus sur des conventions pas contraignantes, ça n'a pas d'impact en fait. Hein. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Il y avait une question? Cette pratique est-elle coûteuse ou pas? Alors, les États du Golfe, par exemple, considèrent que c'est moins cher que de dessaler l'eau de mer. Donc, ça nous donne déjà un ordre de grandeur. Après, voilà, c'est de la part d'États de géants pétroliers qui ont de quoi faire décoller autant d'avions qu'ils veulent pour aller ensemencer les nuages. Nous, en France, on n'a pas les moyens de faire décoller des avions, par exemple, donc on va avoir des petites cheminées.
Donc tout de suite, hein, ça rajoute un coût assez, assez important si vous faites ça par avion. Par contre, la solution qu'on utilise, la solution chimique, elle est un petit peu coûteuse quand même. Il y a des coûts de laboratoire. C'est de l'argent en grenaille que vous traitez, que vous mélangez avec d'autres petites substances, mais ça coûte assez cher. Mais en France, on l'utilise dans des quantités assez faibles, parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Mais on n'est pas... vu les dépenses qui sont liées à d'autres pratiques agricoles, on n'est vraiment pas sur des dépenses énormes non plus. Et les sels, ils se dégradent ou je dirais, les quantités sont importantes? Enfin, est-ce que ça peut Oui. causer des dommages environnementaux Oui, ça peut tout à fait impacter la qualité des sols. Oui. Ouais. Bah, le sel, le fait même d'augmenter la concentration en sel du sol, ça a des impacts sur les écosystèmes qui sont dans les sols et dans les eaux. Et pareil pour l'augmentation de la concentration en iodure d'argent, quand vous utilisez plutôt ça. Oui. Et est-ce que le processus dure longtemps? Non, c'est vraiment... Alors, si vous faites ça par avion, ça dure vraiment pas longtemps. Vous faites décoller votre avion, vous volez dans le nuage, vous larguez vos solutions chimiques et c'est fini. Donc, c'est l'affaire de quelques minutes. Maintenant, si vous faites ça avec des petites cheminées, ça va prendre quelques heures. Ok, ça va, c'est clair? Alors, ouais, ça fait des petits effets que j'avais pas demandé. Mais... Donc, je voulais vous parler très, très rapidement de ce qui se passe en France. Donc, en France, on a 2 organisations qui font exclusivement de la lutte anti-grêle. C'est-à-dire qu'en France, quand on modifie la météo, on n'essaye pas d'augmenter les chutes de pluie. Peut-être que ça va venir parce qu'on a de plus en plus de problématiques de sécheresse, mais on va faire de la lutte anti-grêle et on fait ça depuis les années 50. Depuis, en fait, dans les années qui ont suivi la découverte du procédé par les États-Unis, on a commencé à faire ça. Donc, on a une petite association qui s'appelle l'ANELFA, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. C'est l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. Donc, vous entendez une petite aussi représentation normative, parce on va en fait classer les phénomènes météorologiques selon qu'ils soient souhaitables ou néfastes. Et là, on essaye de lutter contre ce qu'on considère être des fléaux, donc les chutes de grêle, et une entreprise qui était il n'y a pas si longtemps que ça une start-up qui est née, elle, en 2014, il me semble. Donc eux, ils sont basés à Toulouse et eux, ils sont basés à Marseille, si je me souviens bien. Et je vous propose de regarder très rapidement ce qu'ils font, respectivement. Hop. Alors, l'ANELFA, elle est présente partout où vous avez du rouge. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc, partout où vous avez du rouge, ça veut dire que vous avez des réseaux de générateurs ANELFA, c'est-à-dire qu'à distance très régulière, vous allez avoir des générateurs situés donc les uns après les autres. Il me semble que c'est tous les 8 km. Des générateurs comme ça qui sont alignés et qui font ce qu'ils appellent un maillage, c'est-à-dire que toute la zone est quadrillée. Et si Météo France les prévient et leur dit voilà, on va avoir un orage à grêle dans les 4 heures, tous les agriculteurs qui sont dans la zone et qui font partie du réseau de l'ANELFA vont allumer leur générateur anti-grêle. Et donc, ça va diffuser de l'iodure d'argent, parce qu'en France, on utilise plutôt de l'iodure d'argent, et en fait, ça va faire comme une sorte de dôme de produits chimiques qui vont protéger à l'échelle soit du département, soit de la région. Et l'idée, c'est donc d'affaiblir les chutes de grêle sur toute la zone qui est traitée. Ok ? Ça va, le moral ? Et donc, générateur, c'est ça. Donc, c'est une petite chambre de combustion, comme ça, avec un réservoir de solution, de l'air comprimé, comme ça. Et donc, ça chauffe, ça brûle donc la solution à base d'acétone, et ça diffuse l'iodure d'argent. Donc ça, tout seul, ça ne va rien faire. Hein. Ça ne va pas empêcher la grêle de tomber. Par contre, si vous avez un réseau régulier de générateurs, les uns après les autres, comme ça, l'idée, c'est de couvrir, encore une fois, collectivement. L'idée, c'est de lutter contre la grêle collectivement. Il y a toute une rhétorique du collectif, de la solidarité agricole, etc.
pour couvrir toute la zone et faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible liés à l'orage. Okay. Donc, eux, ils font de la lutte anti-grêle depuis 70 ans maintenant. Ils sont nés en 51, donc un peu plus que ça. Et avant de faire de la lutte anti-grêle, dans les années 50-60, ils ont essayé de créer des nuages. Et donc, je vous propose de regarder une petite vidéo que je trouve assez sympa. Et c'est ce qui avait commencé à tourner tout à l'heure. Donc, c'est une vidéo qui date de 61. Et on va voir le responsable scientifique de l'ANELFA de l'époque qui fait des petites expérimentations météorologiques. Les caprices de la nature qui laissent, faute de pluie, des régions dépérir de sécheresse quand d'autres souffrent d'inondations, sont peut-être sur le point d'être corrigés. C'est dans cette perspective, en tout cas, que se situe l'expérience de l'Almezan. Le professeur Dessens a installé son météotron. L'appareil a fabriqué les nuages. Le météotron, une centaine de brûleurs reliés par 700 mètres de tuyaux à des réservoirs contenant 3 tonnes de gasoil. En somme, le modèle géant du dispositif employé dans les chaudières à mazout. L'allumage, évidemment, est un peu plus compliqué et c'est tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une énorme source de chaleur se trouve ainsi créée. Elle va amorcer le processus de formation d'un cumulus qui, soit dit en passant, n'aura rien à voir avec les fumées parasites dégagées par la combustion. L'air surchauffé, aspirant l'air humide ambiant à 20 km à la ronde, va s'élever à 100 ou 200 km à l'heure jusqu'aux zones d'air froid et sec où va s'opérer la condensation qui fera naître un cumulus. Désormais donc, un cumulus peut naître là où l'homme en aura décidé. C'est là la révolution apportée par les expériences de l'Almezan, où les radars spéciaux permettent de suivre la formation du nuage. Il suffit alors d'une projection d'iodure d'argent sur ce nuage pour le faire tomber en pluie. La première étape des expériences s'est ainsi révélée concluante. Le météotron a réussi à remplacer la nature, ou plutôt à lui forcer la main. Demain, l'homme de science pourra laisser la place aux faiseurs de pluie. Et il sera enfin possible de prodiguer à volonté à la terre la plus sèche sa part d'humidité et de fertilité. Alors là, ce qu'on voit, c'est très très intéressant. Donc c'est une rhétorique vraiment de contrôle de la nature. Hein. On est encore sur l'homme qui va servir, qui va vraiment plier la nature à ses désirs. Et donc là, on est encore dans les années 60. Donc à la même époque, on cherche encore à produire des ouragans, à produire des catastrophes météorologiques sur les armées ennemies. En fait, on est toujours dans cette dynamique de domination humaine sur la nature qui va s'étendre des années 50 à la fin des années 80. Là, on va commencer à se calmer un petit peu. Mais voilà, il faut bien voir un lien direct entre tous les projets militaires de contrôle opérationnel de la météo à des fins, encore une fois, de supériorité capacitaire, etc., avec cette rhétorique-là où on cherche à créer de la pluie là où il n'y en a pas, à transformer les déserts en plaines verdoyantes, etc. Il n'y a que ça. Si vous voyez les écrits de l'ANELFA à l'époque, ou en tout cas de leurs responsables scientifiques, il n'y a vraiment que ça. On va transformer le Sahara en plaine verdoyante, ce qui va nous permettre de mettre fin à l'insécurité alimentaire dans le monde, par exemple. C'est la solution qui est proposée. Donc on est aussi dans une dynamique technosolutionniste qu'on retrouve aujourd'hui avec une terminologie un peu plus prudente, parfois un peu différente. Mais l'idée, c'est toujours d'apporter une solution technique à des problèmes socio-économiques. Donc voilà, là on est vraiment complètement dedans. Mais en même temps, on voit que ce soit dans les années 60 comme aujourd'hui, on est sur du matériel très rustique. Hein. Et si vous voyez les photos aujourd'hui, vous voyez des agriculteurs qui allument une vieille cheminée qui brûle au fioul. Et on n'est pas sur le progrès technologique dernier cri. Oui, vous voulez ? Juste, je me demande comment ça se fait, c'est peut-être moi qui vis dans une grotte, mais comment ça se fait qu'on en a très peu entendu parler en termes d'économie, l'échelle de l'économie. Alors, c'est très intéressant, cette question-là. J'y ai consacré une partie de ma thèse. Et en tout cas, moi, ce que j'en ai
Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a des médias français qui sont un peu... je vais vous parler vraiment de la société française, hein, parce que c'est ce que je connais. Donc, on va avoir 2 types de médias français qui vont s'intéresser à ça. Soit vous allez avoir la presse de proximité. Donc, proximité, c'est soit proximité géographique, les journaux régionaux, etc. Soit vous allez avoir de la proximité professionnelle. Donc, on va être plutôt sur des revues agricoles qui vont parler de ça. Donc dans le premier cas, en fait, c'est le journal du coin qui va dire « Ah chouette, nos agriculteurs ont enfin trouvé une solution pour éviter la ruine économique », parce que c'est l'une des principales préoccupations, hein, des journaux locaux, c'est l'agriculture quand on est dans des régions agricoles et a fortiori viticoles. Et évidemment, les journaux donc professionnels, plutôt revues agricoles, etc., vont en parler comme une avancée dans la lutte contre la grêle. Et là, donc, c'est des types de journaux qui sont très laudatifs. On est vraiment en train de louer un procédé qui permet d'éviter, encore une fois, la ruine économique à l'échelle locale. Et en fait, vous n'allez pas en entendre parler parce que ça n'est pas remis dans la perspective de questions de société plus générales. On est sur un journal local qui parle d'une solution locale pour les agriculteurs locaux. Donc personne ne va aller dire il y a une question de société, il faut en parler au JT ou quoi que ce soit. C'est pas... De temps en temps, vous allez voir quand vraiment les journaux nationaux n'ont rien à se mettre sous la dent, vous allez voir un tout petit numéro qui est un petit épisode d'émission consacrée à la solution qui a été trouvée, etc. Mais voilà, il n'y a pas de remise en perspective socio-environnementale. Maintenant, les journaux nationaux, donc la presse d'opinion, surtout, c'est une presse qui est extrêmement critique vis-à-vis de ça, qui va beaucoup dénoncer du technosolutionnisme, qui va comparer ce genre de techniques aux pesticides, etc. On a une presse beaucoup plus engagée, beaucoup plus critique. Alors en fait, la presse nationale plus générale, donc tous les journaux, Libé, Figaro, Marianne, etc., Le Monde, enfin voilà, vraiment presse nationale et presse magazine nationale. Et là, c'est des types de presse où effectivement vous allez avoir une portée beaucoup plus critique, mais on ne va jamais vous parler de ce qui se passe en France, parce qu'on ne sait pas que ça se fait en France. On va vous dire, aux Émirats Arabes Unis, on essaye de contrôler les nuages, en Russie, on manipule la météo. On ne va pas vous dire, en France... alors que c'est exactement le même type de technique. Et donc là, on voit tout le pouvoir de la rhétorique et de la construction aussi des controverses par les médias. Il n'y a pas de construction médiatique de cette controverse en France, parce qu'on est beaucoup dans la dénonciation de ce qui est fait dans des États aussi qu'on considère comme pas démocratiques, peut-être un peu limite sur le plan du respect des droits de l'homme, etc. Par exemple, dans la presse française, on parle très peu aussi de ce qui est fait aux États-Unis. Alors que pourtant, les États-Unis, on l'a vu, c'est l'État qui a découvert la modification de la météo. Mais vous n'allez rien voir d'écrit qui va critiquer le fait que les États-Unis essayent de contrôler la météo. Vous allez voir le même article sur la Chine. Oh là là, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais pas de critique des États plutôt rattachés, disons, idéologiquement à l'Occident. Ce qui montre qu'actuellement, c'est plus... quand c'est constitué comme un objet médiatique, l'ensemencement des nuages, c'est plus pour dénoncer les autres. Voilà, en gros. Et d'un autre côté, je dirais, on met bien les barrages pour réguler les fleuves, on met du sel pour empêcher que ça gèle. Ça a l'air d'être quelque chose qui, depuis très longtemps, s'il y avait des inconvénients majeurs, on s'en est rendu compte. Le problème, c'est qu'on n'a aucune étude de risque sanitaire et environnemental, pour l'instant. Non, c'est ça le problème. Là, la différence, c'est qu'il y a une intervention chimique, et donc ça pourrait appeler quand même à un encadrement sanitaire, etc. Mais il n'y a rien en France sur ce plan. Et qui c'est qui paye pour ce truc-là ? Généralement, c'est financé par les communes, plutôt les collectivités territoriales locales qui vont donner des financements donc aux coopératives agricoles qui, elles, vont demander à être dotées de ce type d'équipement. Okay. Et alors ça, c'est juste la NELFA, et je vais vous montrer encore une autre structure qui le fait. Oui, vous avez une question ? En France, on sait comment ça se passe un peu en France métropolitaine, mais par exemple dans les territoires d'outre-mer, est-ce qu'ils ont accès aussi
Alors que je sache, non. Il n'y a pas de pratique d'ensemencement des nuages, en tout cas à l'heure actuelle. Je sais que dans les années 60-70, des responsables scientifiques de France métropolitaine sont allés faire des expériences dans certains outre-mer. Mais c'est tout ce que je sais à l'heure actuelle. Il ne me semble pas qu'on pratique l'ensemencement des nuages dans les outre-mer. Mais je peux me tromper parce que je n'ai pas fait d'enquête approfondie sur ce point. Les outre-mer français sont plutôt humides. Il y a, alors clairement, oui. Après, pour des finalités plutôt de... Alors là, c'est vraiment lutte anti-grêle, mais il y a aussi d'autres... comment dire, il y a des pays qui n'ont pas forcément de soucis voilà, pendant leur saison humide, etc., mais qui cherchent à faire pleuvoir davantage pour faire des réserves pour les saisons sèches, par exemple. Donc, il y a aussi ce type d'enjeu-là de faire pleuvoir, mais de manière saisonnière, pour faire des stocks, etc., en vue des pénuries d'eau qui arrivent dans le cadre d'une autre saison. Enfin, il y a des réflexions comme ça qui sont menées. Voilà. Après, pour les Outre-mer, je ne pourrais pas vous donner de réponse ferme et définitive. Donc ça, c'est le modèle associatif. On est sur du rustique. On fait ça depuis 70 ans. Donc là, on a des responsables scientifiques. Vous l'avez entendu dans la vidéo. Ils parlent quand même de recherche en physique atmosphérique. L'idée, c'est que le savant devienne un faiseur de pluie. Donc c'est aussi une association qui fait de la recherche en physique des nuages. Je vous précise ça parce que notre deuxième structure qui fait ça en France n'est pas sur le même modèle. Alors je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ça, c'est une vidéo qui est une vidéo publicitaire de l'entreprise Celeris. Donc c'est l'entreprise marseillaise dont je vous ai parlé, qui, pour le coup, elle... alors l'association dont je vous ai parlé, c'était non lucratif. On est sur le modèle de la coopérative agricole. Personne ne paye pour obtenir le matériel d'ensemencement des nuages. Là, c'est privé, c'est lucratif. On cherche à vendre, soit aux coopératives agricoles, soit aux agriculteurs directement, des solutions d'ensemencement des nuages, et en l'occurrence, une solution qui s'appelle Laïco. Alors, je ne sais pas si je peux lancer la vidéo d'ici. Je vais regarder depuis l'ordinateur. Hop. Alors, on dirait qu'il n'y a plus la vidéo. Vous avez Internet ? Ok, je vais essayer de la retrouver alors on va aller chercher sur YouTube. Hop. Hop là. Voilà. Alors, j'arrive pas à me mettre en plein écran par contre. Hop. Ah. Ah, c'est bon. Vous entendez ? Hop, hop, hop. Alors, comment on fait plus fort par ici ? Je viens. Ah, super, merci. Ah. Chaque année, la grêle frappe violemment tout type de culture en Europe. Viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, en France, les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros. En 10 ans, les épisodes de grêle ont augmenté de 350%. Sur une période de 5 ans, 9 exploitations sur 10 sont touchées. Les impacts sur l'agriculture sont désastreux et les dommages provoqués extrêmement coûteux. Trop coûteux pour beaucoup d'exploitations qui finissent par faire faillite. Face à cet état de fait, Celeris accompagne les agriculteurs et développe des solutions innovantes pour prévenir le risque et limiter ses conséquences. Comment ? Grâce à des systèmes intelligents, clés en main et totalement personnalisables. Aujourd'hui, Celeris et la Croix-Défense s'associent pour proposer la solution intégrée Laïco. Laïco est composé à la fois du
service de détection SkyDetect et d'un système de lutte active. Le service SkyDetect combine la puissance d'un radar nouvelle génération, un logiciel d'analyse des cellules orageuses et une base de données unique issue de 10 ans d'observation et de recherche. SkyDetect détecte 100% des phénomènes météo de forte intensité dans un rayon de 30 km. La base de données et le logiciel d'analyse permettent de suivre leur évolution en temps réel. Le système autonome vous prévient immédiatement du risque par mail ou SMS. Le dispositif de lutte active est simple. Grâce aux alertes et informations fournies par SkyDetect, les agriculteurs sont en mesure de déclencher le système de protection au bon endroit, au bon moment. Reliée à un ballon gonflé à l'hélium, une torche chargée de sels hygroscopiques s'élève et libère les sels dans le nuage au moment idéal grâce à un calculateur embarqué, ce qui a pour effet de faire précipiter le nuage avant que les grêlons ne se forment. LAECO apporte ainsi une grande innovation avec une analyse pointue du milieu de dispersion. Aujourd'hui, Celeris et Lacroix combinent ces dispositifs pour proposer la solution la plus efficace du marché. Choisissez LAECO pour une prévision et une action optimale et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour la mise en place du système. LAECO fonctionne pour toutes les entreprises météo dépendantes, viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers, mais aussi gestionnaires de parcs automobiles. Face à la grêle, vous n'êtes plus seul. Bon, c'est pas la même ambiance que chez la NELFA. Vous voyez, là, on est sur du vocabulaire très tech, innovation. On vous propose des services personnalisés. On est un peu sur du conseil aussi météorologique. Donc, ils vous promettent de voilà, vous accompagner, vous donner plein de services de surveillance, etc. Et puis, vous permettre de prendre les bonnes décisions. En fait, ils parlent beaucoup d'outils d'aide à la décision météorologique et d'outils de gestion des risques météorologiques. Donc voilà, on n'est pas du tout sur la même ambiance, évidemment. Là, les coûts sont assez élevés, donc il faut quand même avoir du capital pour avoir ce type de solution. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette entreprise. Alors, c'est pas sur l'entreprise, mais sur la solution. Du coup, ça veut dire, ça laisse entendre que l'agriculteur est autonome et qu'il peut gérer son propre risque avec complètement. Oui, complètement. Alors que, si j'ai bien compris, le nuage est bien en amont. Oui. C'est pas sur son territoire qu'il se forme, mais l'action ne se passe pas sur son territoire. Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Alors en fait, ils vous donnent une application où vous voyez en temps réel le nuage et les cellules orageuses qui se déplacent sur un territoire. Vous allez avoir en gros l'endroit de votre parcelle agricole et vous allez voir sur une carte plus élargie le nuage qui se déplace. Et eux, leur idée, c'est de vous donner une indication pour que vous puissiez envoyer votre petit ballon pile au bon moment. Donc au moment où ça a passé sur votre parcelle, pour ensemencer précisément au bon moment. Donc vous imaginez que sur le plan scientifique, il n'y a pas forcément de... Enfin voilà, c'est pas... Alors, non, alors l'efficacité du produit ne prend pas quelques heures. Eux, leur idée, c'est de faire précipiter très très rapidement. Sous forme... Mais vous avez complètement raison. Il y a un peu de marketing mensonger derrière tout ça. Et en fait, déjà, on a du mal à imaginer que scientifiquement, ça marche avec les générateurs, alors qu'on est sur des plus grosses quantités de produits disséminés à l'échelle soit départementale, soit régionale. Là, avec votre petite torche, vous faites vraiment pas grand-chose contre un orage. Donc, vous avez complètement raison. C'est là tout le problème. Après, vous allez avoir beaucoup de coopératives agricoles qui vont doter tous leurs agriculteurs de ce petit ballon. Mais pareil, en fait, pour synchroniser les actions, on est limite en matière de scientificité. Vous aviez une question derrière ? Par rapport à la solution chimique, est-ce que ça a des effets secondaires sur l'agriculture ? Alors, très bonne question, mais je me demande si c'était pas... hop. Qu'est-ce que j'ai là-bas derrière ? Oui. Ok, on va pouvoir embrayer là-dessus. Alors, sur l'agriculture, on n'a pas, et c'est ce que je vous montrais là, on n'a pas de certitude que ça fonctionne. Ça fait 70 ans qu'on le fait, donc déjà en matière d'efficacité, on est incapable de vous dire aujourd'hui si
il est certain, scientifiquement, qu'une fois que vous avez mis ce genre de produit dans les nuages, ça va avoir un impact déjà sur les conditions météorologiques. En fait, on a des phénomènes tellement variables naturellement, il y a une telle variabilité naturelle, déjà des phénomènes météorologiques dans leur ensemble, mais encore plus quand il s'agit de grêle. Un orage à grêle, ça reste un événement assez rare à l'échelle de l'ensemble des phénomènes météo. Donc déjà, il n'y a aucune certitude scientifique sur le fait que ça fonctionne. Au-delà de ça, on est... alors, sur la productivité agricole en soi, il n'y a pas forcément d'impact notable pour l'instant. C'est plutôt sur le long terme, la santé des sols et des eaux. Il y a quelques premières études d'écotoxicologie qui vous montrent que bien, les micro-organismes dans les sols ont une espérance de vie un peu plus réduite quand il y a de l'iodure d'argent qui traîne dans les sols, par exemple. Je pense que disséminer aussi de larges quantités de sel, ça a un impact négatif sur la productivité agricole. L'idée, c'est quand même on reste dans des quantités assez légères pour l'instant de produits. Donc pour le sel, petit à petit, ça s'élimine. Par contre, pour l'iodure d'argent, le problème, c'est que c'est une substance qui s'accumule dans le temps. Et donc, les endroits où ça fait 70 ans qu'on le fait, il y a 70 ans d'iodure d'argent qui s'accumule. Et là, on peut s'imaginer qu'au bout d'un moment, on va dépasser un certain seuil, où on va commencer à avoir des impacts plutôt sanitaires et environnementaux. Après, les études d'impact sont vraiment à leur début, donc je ne saurais pas vous dire précisément s'il y a des implications pour le secteur agricole. Après, j'imagine que, enfin, c'est une question de budget, mais moi je travaille dans la métallurgie, on fait ça depuis des décennies pour affiner les métaux, et dans les dernières années, ils ont travaillé sur changer les produits, pour avoir des produits qui, par exemple, avoir des produits qui sont moins toxiques. Oui. Donc, qui sait qui a des moyens de faire ce genre d'études? En France, personne. Alors, il y a des études qui sont faites plutôt aux États-Unis. Pour l'instant, la conclusion, c'est qu'en fait, comme on part du principe que c'est des produits qui sont inoffensifs, considérés comme inoffensifs, parce qu'ils ont mis des seuils quantitatifs tellement hauts qu'on les atteint pas si souvent que ça. Je pense en grande partie au mépris des nouvelles avancées en écotoxicologie, parce que maintenant en écotoxicologie, on sait qu'un seuil quantitatif, ça ne suffit pas pour quantifier la dangerosité d'un produit. Donc en fait, il y a eu très peu de recherche de nouveaux produits, puisque ces produits, non seulement pour l'instant, n'ont pas causé de désastre environnemental, et en plus ne causent pas de controverse publique. Donc bon, pour l'instant, on ne s'embête pas à chercher des alternatives. Alors, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de l'accaparement des ressources hydriques. Et là, on est vraiment au cœur des enjeux géopolitiques. On a à ce jour plusieurs États qui se sont déjà respectivement accusés de voler leur pluie, parce que, on fait pleuvoir sur notre propre territoire, donc d'autres États considèrent qu'on leur vole des précipitations qui auraient pu atterrir chez eux. Donc c'est le cas de l'Iran qui a beaucoup qui a accusé Israël, mais qui a aussi accusé les États-Unis et les États européens d'être les responsables des sécheresses qui frappent le territoire iranien, mais de manière très répétée. Pourquoi les États-Unis et l'Europe, c'est loin? Alors oui, c'est loin, donc ça ne tient pas forcément la route scientifiquement, mais l'idée c'est que là on est aussi dans un univers de croyances plus générales dans la capacité des sociétés humaines à modifier le climat ou modifier la météo. Et donc il y a des croyances qui circulent selon lesquelles ce qu'on fait en Occident affecte le reste des territoires dans le monde. Après, alors vous avez complètement raison, ça c'est un exemple assez hors du commun, mais la plupart du temps quand il y a des tensions, c'est dans des zones transfrontalières, donc notamment Chine-Inde. Là, il y a un gros enjeu, puisque vraiment l'Inde accuse très régulièrement la Chine de dérégler le climat régional et de provoquer des désastres environnementaux sur son propre territoire. Donc il y a la question de l'accaparement des ressources hydriques, et comme je vous le disais, notre convention ENMOD, elle est complètement obsolète, et il y a très peu de chances qu'elle permette d'empêcher de réelles utilisations militaires de ces techniques.
avoir un impact sur les relations internationales et sur l'opinion publique? Alors, c'est une très bonne question. En fait, à partir du moment où vous faites de la modification de la météo ou du climat, on peut vous accuser en fait d'à peu près tout et n'importe quoi. Et de la même manière que vous aurez du mal à prouver qu'après avoir ensemencé, il y a moins de grêle, vous aurez aussi du mal à prouver qu'il n'y a pas de lien entre ce que vous avez fait sur votre territoire et ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi ailleurs. C'est des sujets très difficiles à étayer scientifiquement. Bon, après, clairement, on peut pas accuser les États-Unis d'être responsables des sécheresses en Iran, ça c'est sûr. Il y a des croyances qui existent. On n'est pas juste sur de la manipulation de l'information. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que bien modifier la météo à un endroit sur un continent peut affecter la météo sur un autre continent. Donc, il y a des entreprises délibérées de désinformation où effectivement il s'agit d'avoir un impact sur les relations internationales. Parfois, la croyance derrière, elle est réelle. Dans la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure, ils disent que les épisodes, ils affirment que les épisodes de grêle ont augmenté ces 10 dernières années. Alors, est-ce que ça c'est prouvé? Oui, tout à fait. En Europe, c'est le gros fléau de l'Europe. C'est qu'avec les changements climatiques, les chutes de grêle sont de plus en plus fréquentes et désastreuses. C'est pour ça qu'en Europe, on fait surtout de la lutte anti-grêle. On va être amené progressivement aussi, je pense, à faire de l'augmentation des chutes de pluie parce que les sécheresses commencent à nous tomber dessus, notamment en Europe du Sud. Mais avec les changements climatiques, la grêle va devenir vraiment, et est déjà devenue au cours des 20 dernières années, de plus en plus intense et violente. Oui. La NELFA l'a aussi beaucoup documenté. Non. Quand même si, est-ce que la fréquence des événements catastrophiques, est-ce qu'elle est maîtrisée? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils l'ont éliminée, tout simplement? En fait, il y a de telles variations. Ils ont été incapables de dire, par exemple, que sur une zone donnée, il y a moins de chutes de grêle depuis qu'ils ont installé leur générateur. Ça, c'est la première chose. Et le problème, c'est que même si c'était le cas, scientifiquement, ce serait difficile de le prouver vu la variabilité des phénomènes en eux-mêmes. C'est très difficile de mettre en place un processus d'administration de la preuve scientifique vraiment solide sur des phénomènes qui sont très rares, aussi rares que les orages à grêle. Donc il y a beaucoup de controverses scientifiques sur le sujet et pour l'instant pas de consensus. Ça va? Donc j'ai je crois que j'ai pris beaucoup trop de temps sur cette question. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que en fait ça c'était juste la modification de la météo, mais on essaie aussi de modifier le climat pour vous rajouter une petite couche de déprime. Donc on essaye de modifier le climat par des interventions sur la température planétaire, puisqu'on sait aujourd'hui que les changements climatiques donc, se manifestent par une augmentation de la température moyenne du globe. C'est une augmentation de la température moyenne du globe qui est directement liée à la modification de la composition chimique de l'atmosphère. Donc on a de plus en plus de gaz à effet de serre qui font augmenter la température moyenne du globe. Et donc, des petits génies se sont dit, au lieu de réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui causent cette augmentation de la température moyenne du globe, on va plutôt réduire a posteriori la température planétaire par des procédés, par des interventions en fait directement sur l'atmosphère. Ok, ça va. Donc il y a différents types de techniques. On va avoir des interventions locales. Donc ça, en fait, c'est l'éclaircissement des nuages marins et l'amincissement des cirrus. C'est des termes un peu techniques, mais en fait, c'est juste de l'ensemencement des nuages. C'est ce que je vous ai présenté. On va mettre des produits chimiques dans les nuages. Soit, dans un premier cas, l'éclaircissement des nuages marins, on va chercher à rendre les nuages plus réfléchissants, donc on essaie de les rendre blancs, en fait, puisque plus ils sont blancs, plus ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Et le but, c'est vraiment de compenser artificiellement l'augmentation de la température par une réduction du rayonnement solaire entrant. Et puis, amincissement des cirrus, au contraire, ça va être, on essaie de rendre les nuages un peu plus,
comment dire, de faire en sorte qu'il laisse passer un peu plus de rayonnement, puisque ça fonctionne un peu plus comme des gaz à effet de serre. Les cirrus, ça a plutôt tendance à emprisonner le rayonnement sur Terre. Donc le but, c'est de faire en sorte de libérer le rayonnement en rendant ces nuages un peu plus fins ou carrément en les faisant disparaître. Là, on est sur des interventions un peu plus inquiétantes. Donc c'est des interventions à l'échelle planétaire où on cherche à injecter des aérosols directement dans l'atmosphère, puisqu'en fait on s'est rendu compte d'autre chose, c'est qu'actuellement les changements climatiques, enfin l'augmentation de la température moyenne du globe est accélérée par les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. Parce qu'on a du soufre, on a émis avec les activités industrielles pas mal de soufre qui se stocke dans l'atmosphère, et ce soufre qui est une catastrophe sanitaire bloque une partie du rayonnement solaire entrant. Ça veut dire que plus on fait de la lutte contre la pollution atmosphérique, plus ça se réchauffe vite. Voilà, donc on s'est dit, c'est pas moi, hein, c'est des personnes, des scientifiques, dont notamment Paul Crutzen, dont vous avez entendu peut-être parler, s'est dit, eh bien, pourquoi ne pas reproduire cette pollution atmosphérique dans une couche un peu plus haute de l'atmosphère où ça ne nous fera pas de mal. Et donc là, on irait dans la stratosphère. Diffuser des aérosols soufrés pour réfléchir une plus grande partie du rayonnement solaire. Et dernier point, des personnes veulent installer des miroirs dans l'espace, donc pour réfléchir encore le rayonnement solaire. Là, on est sur de la science-fiction, mais il y a un projet au MIT qui va peut-être avancer assez vite, parce qu'il y a peut-être un marché financier là-dessus, c'est que là, on pourrait faire aussi de l'énergie solaire. Donc peut-être qu'on en rigole pour l'instant, mais que dans 5 ans, on aura des miroirs installés en orbite autour de la Terre pour faire aussi de l'énergie solaire. Quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on développe une technologie comme ça, enfin en tout cas que les personnes qui le développent sont persuadées qu'elles peuvent maîtriser en fait les effets. Tout à fait, oui. Alors, ce qui est intéressant en plus là, l'un des arguments des personnes qui développent ce type de technique, alors, c'est surtout des scientifiques qui aujourd'hui sont convaincus de 2 choses. La première, c'est que les politiques climatiques sont inefficaces et qu'on ne parviendra pas à contenir les changements climatiques au-dessous du seuil qu'on considère comme un seuil viable. Constat qui n'est pas totalement erroné, malheureusement, parce que là, on est sur la trajectoire d'un réchauffement à plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc, sur cette trajectoire, il y a déjà pas mal d'États, notamment insulaires, qui disparaissent. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est aussi assez déprimant. Donc, il y a, pour certains États, en fait, ça, c'est plutôt leur seule issue de secours. On parle d'archipels comme voilà, les Maldives, Vanuatu, Tuvalu, etc. Tous ces endroits-là disparaissent avant la fin du siècle. Si on ne fait pas une intervention de refroidissement artificiel. Personne ne va refroidir la planète pour sauver le Tuvalu. Le problème, il est ailleurs. Ouais, mais bien sûr, mais c'est utilisé comme un argument pour les promoteurs, en tout cas, de ces techniques. Donc, 2 constats, comme je vous le disais, ou plutôt 2 arguments. C'est le premier, les politiques climatiques sont inefficaces. On ne peut pas compter sur la sphère dirigeante pour nous sortir de ce pétrin. Et deuxième argument, c'est que les effets secondaires de ce type de technique seront toujours moins catastrophiques que les effets des changements climatiques eux-mêmes. Vous voyez, il y a quand même des argumentations qui sont déployées qui séduisent une partie de la sphère dirigeante qui, soyons clairs, est bien contente de pouvoir aussi se reposer sur ce type de technique pour éviter les stratégies d'atténuation des changements climatiques. Aujourd'hui, au COP, vous allez voir, à chaque fois qu'on essaye de négocier un peu les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on va dire « non mais il y a de la géo-ingénierie, on va s'en sortir ». Donc ça, c'est aussi un argument de négociation très très important. En fait, la solution technique, c'est pareil, c'est la même dynamique que les énergies renouvelables, que la capture carbone, etc. C'est toujours, on va faire de l'innovation, ça va aller. Mais c'est au futur. C'est jamais, c'est bon, on a développé notre truc qui fonctionne. C'est vraiment toujours des promesses technoscientifiques. Okay,
Voilà, donc ça c'est pour les techniques. Alors, les risques, parce que sinon c'est pas marrant. Donc les risques, alors d'abord pour vous parler un peu des risques naturels, l'un des éléments les plus importants, c'est de voir que forcément si vous réduisez le rayonnement solaire entrant, vous réduisez l'activité de photosynthèse de vos végétaux. Donc en fait, par derrière, on pourrait créer des problématiques notamment de sécurité alimentaire, puisque vos cultures n'ont plus autant de rayonnement entrant. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Il y a forcément des dérèglements des précipitations, puisque jouer avec le rayonnement aussi, avec tout simplement les échanges de chaleur, les échanges thermiques terrestres, ça va modifier les schémas de précipitation, et on ne sait pas encore comment, avec des effets qui peuvent être complètement différents selon une région ou une autre du globe. Persistance des impacts associés à la hausse du CO2, puisque dans ce cas de figure, on réduit artificiellement la température planétaire, mais on ne réduit pas les émissions carbone. Et il y a même de fortes chances pour que la mise en place d'un procédé comme ça nous dissuade ou nous retarde encore plus dans les politiques de réduction des émissions carbone. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir du carbone qui va continuer à monter, ou même s'il reste constant dans l'atmosphère, on peut avoir des risques assez importants. Par exemple, l'acidification des océans, ça va continuer. La dégradation de la couverture nuageuse, ça va continuer. Donc ça ne traite pas tous les effets liés au changement climatique, puisqu'on est plus sur un traitement symptomatique que véritablement curatif. Et alors, il y a des risques spécifiques à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Vous vous doutez que c'est la technique la plus inquiétante, notamment malheureusement le risque de dégrader à nouveau la couche d'ozone, puisque le soufre c'est quand même assez toxique pour la couche d'ozone, et la possibilité que ça retombe sous la forme de pluie acide, ce qu'on mettrait dans la stratosphère. Et puis, un point très important, c'est que si vous faites ça, on va dire que vous refroidissez artificiellement la température planétaire pendant 15 ans. Par exemple, pendant 15 ans, tous les 2 ou 3 ans, on va remettre des aérosols dans notre stratosphère pour contrôler artificiellement la température planétaire. Il y a des chances que ça arrive, qu'on commence à faire ça d'ici 5-10 ans, et qu'on arrive à le faire pendant une dizaine d'années. Si un jour, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez plus le faire, parce que vous n'avez plus vos approvisionnements en aérosol, parce que vous n'avez plus les moyens énergétiques de le faire, parce que votre matériel est dégradé, parce qu'il y a un conflit, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, tout le réchauffement que vous aurez évité pendant 15 ans va vous revenir dans la figure en l'espace de quelques mois. Ce qui est complètement impossible à gérer. On ne pourrait pas s'adapter en fait à un réchauffement aussi rapide. Oui. Pourquoi Alors j'avais juste une question sur la part laissée au bien commun, parce que dans tout ça, il y a qui sont les décideurs déjà, vu que ça entraîne en fait toute l'humanité dans son entièreté, sur les retombées probables, possibles, envisageables. Oui. Comment on considère encore la part, le bien commun qui Alors, qui décide et on s'approprie en plus du coup au nom d'un décideur et de bienfaits supposés, spéculatifs, on s'approprie le bien commun en plus. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors pour l'instant, on pourra y revenir après, mais très rapidement, en fait, ça va être fait soit par un État qui va vouloir le faire pour ses propres intérêts stratégiques, soit par une entreprise. Il n'y aura pas d'accord international sur une opération de cet ordre. C'est impossible de mettre tout le monde d'accord. Déjà parce qu'il y a une partie des États du monde ou des populations du monde qui n'a absolument pas envie de faire ça. Et puis, il faudrait se mettre d'accord sur le matériel qu'on utilise, l'endroit où on le fait, etc. C'est absolument impossible d'avoir un consensus international sur la question. Ça va être fait de manière soit unilatérale, soit par un petit groupe d'États ou un petit groupe d'entreprises. C'est ça qui va se passer. Hein. Vous croyez vraiment? C'est la seule... Le CFC, ça a été fait quand même globalement. Tout ce qui est, je dirais, aérosol atmosphérique, aucun pays peut s'imaginer que ça va rester juste au-dessus de sa tête. Non, tout à fait. En fait, justement, le but, c'est que pour l'injection d'aérosols stratosphériques, c'est qu'avec la circulation atmosphérique, ça recouvre entièrement la Terre pour faire un refroidissement global. L'idée, c'est pas que les États-Unis vont faire ça juste sur leur territoire. C'est vraiment un processus de refroidissement global.
Exactement, ouais. Mais on va y revenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce point-là. Non, ça va. Donc, juste très vite, très rapidement sur les risques. Donc, perte de services écosystémiques, hein, bien sûr, puisque vos végétaux vont un peu plus mal, il y a un risque de pollution au soufre. Des impacts sanitaires, une baisse des rendements agricoles, et puis l'aléa moral. Donc l'aléa moral, c'est un concept qui a été développé pour la géo-ingénierie, selon lequel, si vous faites un calcul purement comptable, ça vous coûte plus cher de faire des mesures d'atténuation du changement climatique, des mesures d'adaptation au changement climatique, et des mesures de reconstruction, puisque les changements climatiques vont causer des dommages colossaux. Tout ça, c'est extrêmement cher. La géo-ingénierie, c'est moins cher. Donc, les bénéfices économiques, en comparant les deux, sont tels qu'il y a très peu de chances pour qu'on n'aille pas vers la géo-ingénierie. Okay, et il y a cet aléa moral de, pourquoi aller faire de l'atténuation quand vous pouvez régler les choses aussi rapidement. Et donc, effectivement, pour nos hypothèses de déploiement, donc qui pourrait déployer la géo-ingénierie, soit vous avez, eux ils ont été inversés, soit vous avez un déploiement unilatéral, donc c'est un État qui se dit « Ok, j'y vais tout seul ». Les chances les plus probables, c'est que ce soit les États-Unis qui le fassent, parce que les États-Unis sont leaders actuellement en géo-ingénierie solaire. C'est l'État qui finance le plus la géo-ingénierie solaire et c'est l'État qui est le plus avancé sur le plan scientifique. Bien sûr, avec toutes les réserves que ça implique, puisque tous les États ne sont pas transparents sur leur recherche. Et on sait notamment que les inventeurs de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, ce ne sont pas les États-Unis, mais les Russes, qui ont inventé ça dans les années 70. Donc, pourquoi pas la Russie aussi, hein. La Chine aussi est plutôt bien placée dans cette course à la géo-ingénierie, mais vous voyez, on voit émerger nos grandes puissances et des puissances contradictoires qui ont tout intérêt à se positionner les uns vis-à-vis des autres, sachant que durant la guerre froide, on parle beaucoup de la course à l'espace, mais dans les années 60-70, il y avait la course au contrôle du climat. Et les États-Unis et la Russie étaient en compétition directe pour les techniques de contrôle du climat. Donc pourquoi pas voir réémerger de telles dynamiques de compétition. Ça peut être multilatéral, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un accord international autour du déploiement d'une technique de géo-ingénierie. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très probable. Mettre l'ensemble de la communauté internationale d'accord sur un déploiement de cette sorte, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça peut être une petite coalition d'États, donc on va avoir, je ne sais pas, les États-Unis et l'Europe qui vont s'y mettre, une coalition Chine-Russie, une coalition Chine et États en développement, parce que c'est les États les plus vulnérables au changement climatique, et il y a un certain nombre d'États en développement qui poussent aujourd'hui pour la géo-ingénierie solaire, parce qu'ils ne font pas confiance aux États occidentaux, ils n'ont pas confiance en la capacité des États occidentaux à tenir leurs engagements en matière d'atténuation. Donc, c'est leur principale sécurité. Eux, ils voient ça comme une sécurité. Ils se disent au moins fin du problème changement climatique et fin des effets sur nos territoires. Évidemment, la réalité n'est pas aussi simple. Et puis, dernière possibilité, déploiement par des acteurs non étatiques. Nous, alors, dans le secteur de la défense et dans la recherche en géo-ingénierie, pendant des années, on était un peu inquiétés par l'idée qu'un État puisse le faire tout seul. Et en fait, maintenant, on se rend compte que le risque le plus grand, c'est une entreprise. Et donc, on a été conforté dans cette idée il y a 2 ans, quand on a vu apparaître une entreprise qui s'appelle Make Sunsets, littéralement faire des couchers de soleil. Je peux vous montrer leur site web si vous voulez, parce que c'est quand même assez intéressant à voir. Hop. Hop. Alors vous voyez, ça c'est le site d'une start-up, donc états-unienne, qui veut refroidir la planète, donc. Et leur slogan, c'est « Aidez-nous à refroidir la Terre ».
Et en fait, ça, c'est un site pour les particuliers, c'est-à-dire leur business model, c'est de vendre ça à des particuliers. Par exemple, si je vais acheter, hop, ils vont me proposer d'acheter des crédits de refroidissement. Vous voyez? Donc là, on va aller compenser pour 9,95 €. Je vais pouvoir compenser l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour un an. Ça va? Oui. Donc, n'importe qui, aujourd'hui, peut acheter ce type de service. C'est complètement, en fait, c'est l'atmosphère, mais Uber, quoi. N'importe qui peut acheter comme il veut. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ces crédits, vous allez financer la solution qu'ils vont aller mettre dans un ballon et on va lancer ça dans la stratosphère. Donc, pour l'instant, ça n'a pas une ampleur énorme parce que très peu de personnes vont acheter sur leur site web. Imaginez que demain, il y a un mouvement d'influenceurs absolument énorme, peut-être alimenté par des lobbies pétroliers, je ne sais pas, qui convainquent une très large partie de la population mondiale, peut-être, je ne sais pas, les pays européens ou une partie de la population états-unienne, que c'est ça la solution pour lutter contre les changements climatiques. Vous allez avoir plusieurs centaines de milliers de personnes, voire plusieurs millions de personnes qui vont aller acheter ça. Et qui vont potentiellement, là, avoir un impact sur l'atmosphère, sensiblement aussi important que si c'était les États-Unis qui faisaient ça dans leur coin tout seuls. Ok ? Ah, mais le droit international n'interdit, encore une fois, aucune intervention sur l'atmosphère tant que c'est pas hostile, tant que c'est pas à des fins hostiles. Là, il disperse du soufre. Ok, voilà. Donc, en fait, comme je vous le disais, l'hypothèse acteur privé, elle est quand même pas si insensée que ça. Avec la possibilité qu'on ait plein de petits, demain, on ait des millions de consommateurs aussi qui aillent acheter un ballon stratosphérique sur Alibaba ou sur Amazon et qui fassent ça dans leur coin parce qu'on se rend compte que on ne peut pas compter sur les gouvernements pour inverser la tendance. Donc pourquoi pas essayer? Pourquoi pas chacun, à notre échelle, refroidir la planète? Ah ben si on le fait très massivement, oui bien sûr. On a dit avec une éruption volcanique, avec le Pinatubo, ça refroidit oui. Alors, oui, effectivement, dans l'année qui a suivi l'éruption du mont Pinatubo, pendant un an, en tout cas dans l'année qui a suivi, on a eu moins 0,5 degrés. Donc, et c'est là-dessus que se fonde la géo-ingénierie solaire. Hein. C'est en disant, on essaye de répéter les éruptions volcaniques. Mais ça repose quand même sur la production massive de matériel et Ouais. de déchets. J'imagine que... Les ballons, ils sont récupérables. Je sais pas si ça... Mais en fait, c'est des ballons qui sont guidés comme chez Celeris. Vous avez des ballons guidés, après vous les récupérez. C'est les torches, etc. qui brûlent. Oui, il y a des déchets. Mais c'est des ballons qu'ils ont pensés comme des ballons intelligents, etc. Mais oui, il y a des coûts de production qui vont s'intensifier derrière si c'est fait. Et donc, du coup, ça veut dire je pourrais continuer à faire tant de kilomètres avec ma voiture si j'achète un tel ballon pour compenser. On est un peu dans de la compensation. En fait. C'est ce qu'ils disent là dans la petite phrase publicitaire. Vous compensez l'équivalent d'1 tonne de carbone pour un an. Voilà. Exactement. Pendant, on sait combien de temps. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors le soufre, il reste 2-3 ans dans la stratosphère. Ouais. Oui. Et justement, ces émissions massives de soufre, ça permettrait de réduire le réchauffement climatique, en tout cas la modification du climat. Mais est-ce que ça n'aurait pas des effets néfastes aussi sur l'environnement? Oui, tout à fait. Alors, c'est les risques que je vous montrais tout à l'heure sur la slide juste avant, sachant que ça, c'est des risques que je vous montre, mais de manière complètement... c'est les débuts des recherches et c'est des projections. On n'a aucune idée, en fait, des risques avérés pour la simple et bonne raison qu'on n'a aucune expérimentation qui a été faite. Ce sont des projets qui sont fondés sur 2 choses, des modélisations numériques et sur des observations dans le cadre des éruptions volcaniques. C'est tout ce qu'on a. Parce que
expérimenter ça, ça reviendrait à le déployer déjà grandeur nature. Donc, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer, en vérité. Ok ? Et donc, pour la question des conflits, ça c'est un élément qu'on a étudié à l'Observatoire Défense et Climat. Si ça vous intéresse, on a rendu notre dernier rapport sur la question. Donc si vous voulez aller voir sur notre site web, sur les risques de conflits liés à la géo-ingénierie solaire. Et donc, il y a plusieurs types de risques que je trouvais intéressant à signaler. Le premier, c'est que si vous faites de la géo-ingénierie solaire et que le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, une catastrophe naturelle a lieu sur un autre territoire, on peut tout à fait vous attribuer la responsabilité de ce qui a été, éprouvé. C'est déjà le cas là, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, il y a des théories du complot qui partent du principe que c'est un autre État qui a causé cette catastrophe délibérément. Quand il y a eu le séisme en Turquie, tout le monde en Turquie a dit c'est les États-Unis. À chaque fois, il y a une recrudescence. Chaque catastrophe naturelle entraîne une recrudescence des accusations entre États sur la responsabilité de la catastrophe naturelle, avec toujours l'idée que peut-être c'est la conséquence d'une action délibérée. Donc imaginez si demain on fait de la géo-ingénierie solaire, tout le monde va s'accuser de provoquer des catastrophes sur son propre territoire. Il y a ce risque qui est très important. Et si effectivement vous faites de la géo-ingénierie solaire, donc imaginons les États-Unis ou même une coalition d'États, et que ça crée des dérèglements de précipitation tels que la situation économique dans une autre zone se dégrade très fortement, bah là, il y a de quoi entrer en conflit de manière assez frontale. Le deuxième point, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'on va sans doute avoir des désaccords sur les effets souhaités. Déjà sur le fait même de faire de la géo-ingénierie. Si tous les États du monde ne sont pas d'accord pour le faire, problématique et tension. Si maintenant tout le monde se met d'accord sur le fait de faire de la géo-ingénierie, on va peut-être pas être tous d'accord sur la technique qu'on veut utiliser, parce qu'il y en a plein. Si on se met d'accord sur la technique qu'on va utiliser, on va peut-être pas se mettre d'accord sur les effets. Est-ce qu'on veut limiter le réchauffement à plus 2 degrés 5 ? Est-ce qu'on veut le limiter à 2 degrés ? Est-ce qu'on veut le limiter à plus 1 degré 5 ? Pour mettre tout le monde d'accord sur la quantité de réchauffement qu'on veut compenser ici, ça ne va pas être facile non plus, parce que chacun aussi a des intérêts à défendre. Le lieu de déploiement, comment on se met d'accord à l'échelle internationale sur l'endroit dont on va faire partir notre matériel. Voilà, plein d'enjeux comme ça qui sont infinis et qui promettent un sacré casse-tête sur la scène internationale. Il y a un risque d'escalade, c'est-à-dire si, encore une fois, un déploiement se fait sans l'accord d'une partie de la communauté internationale, certains États peuvent dire « on n'est pas d'accord, on va intervenir à notre tour pour envoyer d'autres produits qui vont annuler les effets des premiers produits envoyés ou compenser ou les faire retomber, etc. » Il y a un risque d'escalade dans les interventions sur l'atmosphère. Surtout dans un contexte, encore une fois, de compétition technologique. C'est-à-dire, si la Chine commence et les États-Unis disent non, c'est nous les leaders en géo-ingénierie, on fait retomber vos produits, on met les nôtres. La Russie arrive et remet sa couche. Vous imaginez un peu comment l'atmosphère peut devenir en fait au centre d'une lutte pour le contrôle atmosphérique. Il y a des suspicions, il y a des risques de suspicion de surveillance. Parce qu'on n'est que sur du matériel de type avion, drone, ballons stratosphériques, etc. En fait, c'est du matériel qui est surtout porté par les militaires. Et il y a par exemple aux États-Unis, la géo-ingénierie, c'est un secteur industriel très proche du secteur militaire. Et il y a une implication d'un certain nombre d'agences de renseignement, de l'industrie de défense, etc. Ce qu'il faut du matériel assez spécifique. Et donc le problème, c'est que si vous faites de la géo-ingénierie, vous exposez aussi au risque que votre matériel soit endommagé. Si votre matériel flotte, disons, sur le territoire d'autres États, ça peut être endommagé, ça peut être pris pour des actes délibérés de surveillance, et puis on peut vous casser votre matériel. Et dernier point, et on en a déjà parlé pour la modification de la météo, c'est le risque d'utiliser ça à des fins hostiles, parce que certaines techniques, notamment les techniques d'ensemencement des nuages, parce qu'elles peuvent
affecter les conditions météorologiques locales, et même les interventions planétaires vont affecter les conditions météorologiques locales. On pourrait très bien utiliser ça pour défavoriser nos adversaires. Donc encore une fois, un risque que la géo-ingénierie soit incorporée au secteur militaire en tant qu'arme, comme c'était le cas dans la guerre froide, durant la guerre froide. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non, ça va. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déprimé tout le monde. Il y a des trucs qui seraient plus positifs, comme la terraforming de Mars, par exemple. Ouais. C'est à grosse échelle, et puis il y a des gens qui travaillent là-dessus. Oui. En fait, sur quoi est-ce qu'on devrait se concentrer plus là, en l'occurrence? Est-ce qu'on devrait justement essayer de refroidir artificiellement et d'utiliser toutes ces techniques artificielles? Ou est-ce qu'on devrait vraiment se reconcentrer sur la racine du problème, qui est le fait qu'on pollue déjà la planète de façon inutile Alors évidemment, je vais vous dire la deuxième option, pour plein de raisons différentes, parce que effectivement, on peut faire le choix de traiter le problème à sa source, sachant que les changements climatiques, ce n'est qu'une facette du problème, qui est plus généralement l'inhabitabilité progressive de notre planète, à cause aussi de l'épuisement des ressources, d'une 6e extinction de masse, donc sur le plan de la biodiversité. On a une Terre qui devient de plus en plus inhabitable, et donc le fait de juste refroidir artificiellement la planète, ça ne règle pas le problème. Le problème à sa source, c'est une inadéquation de nos systèmes socio-économiques vis-à-vis de notre système Terre. C'est ça le problème. Donc ça, en fait, ça va repousser le problème de quoi? De 50 ans. Et en fait, on va se retrouver dos au mur tout de même, puisque malheureusement, l'extinction du vivant va faire peser un risque existentiel sur notre espèce aussi. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'auteurs qui considèrent que le système socio-économique dans lequel on vit étant fait comme il est actuellement, on va verrouiller la géo-ingénierie, on va y aller, jusqu'au moment où on aura tellement épuisé notre planète qu'on ne pourra plus maintenir ce dispositif technique. Et à la fin, c'est le risque de choc terminal dont je vous parlais. Donc en fait, il y a selon certains chercheurs, ce serait la dernière étape en fait, du capitalisme, la géo-ingénierie solaire. Et donc, je trouve ça assez intéressant comme idée, comme cheminement, voilà, il y a cette dernière illusion technoscientifique avant de malheureusement tomber nez à nez avec nos limites, même si on les a déjà bien en face de nous, mais bon. Il pourrait quand même y avoir un intérêt, parce que ces 50 ans dont vous parlez, c'est peut-être les 50 ans qu'il faut pour passer à autre chose, par exemple maîtriser la fusion. Et ce qu'on risque de se prendre, c'est des rétroactions positives, comme la fonte de la banquise ou la libération du permafrost, ça va accélérer. Donc si ça permet d'empêcher cette accélération, ça peut être quand même en théorie assez utile. Alors effectivement, il y a une partie des personnes qui travaillent sur le sujet qui vont vous dire, nous on ne pense pas ça comme un substitut aux politiques d'atténuation, mais comme une sorte de solution tampon qui va nous permettre de survivre entre le moment où on commence nos politiques d'atténuation et le moment où elles commencent à avoir des effets sur les équilibres climatiques. J'espère que ça va se faire comme ça. Le problème étant qu'on n'est pas sur la bonne voie sur le plan de l'atténuation et que ce type de technique est surtout utilisé aujourd'hui comme un argument pour limiter, réduire les contraintes en termes d'atténuation, voire les reporter. Et ce dont j'ai peur, c'est que la mise en œuvre de ce type de technique soit l'argument ultime pour repousser à nouveau et ne pas faire d'atténuation. Sachant qu'un autre point, les changements climatiques, on est au courant de ce phénomène depuis les années 70. Si entre les années 70 et les années 2020, on n'a pas réussi à prendre en charge le problème efficacement, on peut se demander si on va vraiment le faire entre les années 2020 et les années 2030, c'est-à-dire au moment où on considère que la géo-ingénierie serait là comme une solution tampon. Donc il y a cette problématique-là qui fait qu'à l'inverse, on peut se demander si on peut avoir confiance dans le système international pour voir ça comme une solution tampon et non une solution d'évitement de l'atténuation, quoi. Le choc terminal, les projections, ça situe ce choc quand?
Alors, ben, pas vraiment, puisque donc, ce choc terminal, ce serait ce qui adviendrait au moment où vous interrompez le dispositif de géo-ingénierie solaire. Donc en fait, selon le type de dispositif que vous mettez en place, la temporalité, etc., on est incapable de vous dire quand ça adviendrait. C'est vraiment très compliqué de vous dire ça. Maintenant, si on part du principe que c'est... Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments qui peuvent entrer en jeu dans l'interruption de votre système. Maintenant, si on part du principe que ça va venir parce que on est en épuisement total et qu'il n'y a absolument plus personne qui peut mettre en œuvre ça, ça peut très bien intervenir voilà, après 2100. Mais on est toujours sur des temporalités assez courtes à l'échelle de notre espèce. Vous aviez une question ? Non, c'était plus une question en disant que en plus, par exemple, la technologie d'émission de soufre, c'est ce qui m'a le plus marqué de me dire que, en fait, si c'est en compensation qu'on pense, vu la durée de vie en fait, du CO2 et donc l'accumulation dans l'atmosphère du CO2, c'est-à-dire qu'il faudrait toujours de plus en plus de soufre, enfin, si j'ai bien il faudrait toujours de plus en plus de soufre pour toujours de plus en plus de CO2, mais qui en plus n'ont pas la même vitesse. Tout à fait, oui. Oui. Donc en fait, on manque de toute façon l'objectif, quoi. Enfin, je veux dire... Alors l'idée... Enfin, on manque... ouais. C'est pas une solution, j'entends bien que ça peut faire tampon, ouais. Mais on ne peut pas régler le problème avec ça. Non, alors absolument pas. Le problème ne sera pas réglé avec ça, et les personnes qui avancent cette... alors, les scientifiques qui promeuvent ce type de technique le présentent vraiment comme une solution tampon, c'est-à-dire vraiment, voilà, en attendant que l'atténuation commence à faire son œuvre. Maintenant, les grands industriels sont pas dans cette même dynamique. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est financé très largement par des philanthropes type Bill Gates, etc., qui sont pas forcément du bon côté de la réflexion sur notre système socio-économique. Après, généralement, donc, dans les projections des scientifiques, ils voient un peu des scénarios où on commence à faire de la géo-ingénierie solaire en 2025, par exemple, et entre 2025 et 2040, on augmente graduellement les diffusions de soufre, précisément pour suivre la courbe en fait, du réchauffement. Mais... Et là, enfin, on va être même en termes de ressources même, enfin, le soufre, on peut pas... Enfin, je sais pas... Alors là, je vais en terrain inconnu, parce que je sais pas combien de soufre on... Alors, tout dépend, en fait. Vraiment, les projections, ça peut aller du simple au double ou triple selon l'étude que vous allez consulter sur le sujet. Je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, ça peut induire un épuisement dans les ressources, mais dans tous les cas, ce n'est pas une solution vue comme une solution durable. En plus, il faut de l'énergie pour traiter ça, donc il faut aussi émettre des émetteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des dispositifs techniques qui, pour fonctionner, nécessitent de reposer sur le système énergétique actuel. Donc il y a aussi une sorte de perpétuation, en fait, du... Oui, effectivement. Oui. Quel est le rôle du droit international actuellement sur ces problématiques ? Alors, puisque depuis 1976, du coup, et de la convention ELMUD, est-ce qu'il y a eu d'autres conventions ? Est-ce qu'il y a eu plus d'avancées, de recherche et de prise en compte de ces possibles sources de conflictualité, ces possibles sources de conflit par rapport à ces avancées technologiques ? Alors, source de conflit, je ne sais pas. Il y a eu deux outils du droit international qui ont essayé de soulever cette tension, cette question. C'est le protocole de Londres et la Convention sur la diversité biologique. Ce sont deux outils qui ont mis en avant la nécessité d'encadrer la géo-ingénierie. Et notamment, il y a eu un moratoire qui a été mis en œuvre, mais uniquement pour les techniques de géo-ingénierie marine, dont je ne vous ai pas parlé, parce que donc ça, ce n'est qu'une facette de la géo-ingénierie, mais il y a aussi toute la géo-ingénierie du carbone, qui consiste à absorber a posteriori les émissions carbone déjà présentes dans l'atmosphère. Et dans cet ensemble de techniques, il y a des techniques fondées sur les océans, où on va chercher à modifier la composition chimique des océans pour faire en sorte que les océans absorbent plus de carbone.
Bon, bref. Et donc, ces techniques de géo-ingénierie fondées sur les océans, elles ont donné lieu à un moratoire, puis à la suite d'expériences qui ont été faites par, encore une fois, des entreprises qui ont balancé une centaine de tonnes de fer dans les océans. Enfin voilà, il y a eu des expériences comme ça. Et donc, les expériences marines, elles ont fait l'objet de réflexion depuis le début des années 2000, mais c'est à peu près tout. En droit international, on n'a aucun outil. Ensuite, il y a eu le protocole de Londres, et ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais plus quand c'était, il me semble que c'était en 2013, un amendement au protocole de Londres a mis en œuvre la possibilité de réglementer, encore une fois, la géo-ingénierie marine et d'aboutir à la mise en œuvre réelle d'un encadrement de ces techniques. Le problème, c'est que cet amendement n'est pas encore entré en vigueur parce qu'il fallait un certain seuil minimal de signatures par un certain nombre d'États parties et que ça n'a pas été atteint. Et en fait, le jour où cet amendement entrera en vigueur, ce sera peut-être un modèle qu'on pourra utiliser pour l'ensemble des techniques de géo-ingénierie, mais on n'y est pas encore parce qu'il n'y a pas assez d'États qui signent. On est très en retard. Il n'y a absolument aucun outil de droit international qui nous permette aujourd'hui de réglementer ça. Et ça commence à susciter de l'inquiétude, puisque cette année, il y a eu pas mal de rapports qui sont sortis sur la géo-ingénierie. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, un rapport de l'UNESCO qui a dit « attention ». Il faut faire vraiment très attention à ces techniques. Il y a eu le programme pour l'environnement des Nations Unies qui a sorti un rapport sur la géo-ingénierie en mettant en évidence tous les risques. Il y a eu un petit positionnement de l'Union européenne, mais malheureusement, on est encore très loin d'un encadrement de ces questions. Et il y a des États moteurs qui poussent vraiment la question. En 2019, il y avait eu également une demande qui avait été poussée par la Suisse. La Suisse avait demandé à ce qu'aux Nations Unies, on s'empare du sujet. Mais avec 11 autres États, il y avait 11 États qui avaient soutenu la Suisse dans cette demande. Mais les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Brésil ont dit non. Veto, on ne parle pas de ça. Donc en fait, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'encadrement. Oui ? Vous avez parlé du fait qu'ils voulaient mettre en place un système pour que les océans absorbent plus de CO2. Oui. Mais s'ils absorbent plus de CO2, les océans deviennent plus acides. Oui. Donc c'est problématique. Oui. D'accord. Oui, on est toujours sur des solutions en demi-teinte. Oui, tout à fait. Oui. Et en revenant à l'idée de cette solution tampon, justement, est-ce qu'il n'y aura pas justement un risque sur la gestion des ressources? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, par exemple, qu'on investisse trop de ressources, d'énergie, d'économie sur la solution tampon et qu'on oublie justement, ou qu'on n'ait pas assez pour investir aussi pour résoudre le vrai problème? C'est une très bonne question, celle de l'arbitrage des financements, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'États, notamment en Occident, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens déjà de verser des compensations significatives aux États les plus vulnérables. Il y a beaucoup de réticence à prendre en charge sur le plan vraiment financier la question des changements climatiques. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Le fait de voir de plus en plus de financements fléchés vers la géo-ingénierie, ça montre aussi une certaine tendance, de la même manière que le fléchage des financements vers les énergies renouvelables au détriment aussi de mesures de sobriété, par exemple, de recherche mise en œuvre sur la sobriété, ça laisse entrevoir une tendance de nos sociétés à quand même préserver un statu quo et faire en sorte d'adapter notre système Terre à notre système socio-économique par le biais de l'innovation technologique. C'est bien ça dont il s'agit. Et effectivement, va y avoir une problématique de financement et il y a déjà un certain nombre d'États en développement qui pointent cette contradiction, par exemple, qui vont dire aux États-Unis, on ne comprend pas, vous refusez de nous aider à la mesure de ce dont on a besoin pour garder nos territoires habitables, mais vous faites de la géo-ingénierie. On ne comprend pas bien. Donc, vraiment, ouais, effectivement, il y a un enjeu sur l'arbitrage. Ouais. Il y a quand même un gros risque de privatisation du secteur, donc des investissements, ouais. des politiques, et du coup, in fine, d'un renversement des pouvoirs et des forces en présence. Complètement, oui. Il va y avoir des grands industriels
vont avoir dans les mains l'environnement, Oui. pouvoir faire ce qu'ils veulent, parce qu'en plus, il n'y a pas de réglementation, et il n'y a pas de loi. Complètement, oui. Ouais. Je peux vous montrer, si vous voulez, les financements pour voir un peu d'où ça vient. Hop, alors. Hop. Ok. Bonne soirée. Alors. Alors, c'est pas ça que... Voilà. Alors là, vous voyez les financements, donc par État déjà. Et je ne sais pas si vous voyez bien ici. Vous voyez la répartition là des financements? Ouais. Ah, je peux appuyer là. Désolée, je ne suis pas habituée à ce type de... C'est bon là ou... Alors, en gros, là, pour vous dire, donc là, vous avez les principaux États qui investissent dans la géo-ingénierie. États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Australie, Union européenne, mais c'est pas vraiment pas grand-chose. Chine, Japon, Finlande, Norvège. Et voilà. Ça, c'est pour ce qui est en source ouverte. Hein. Et là, quand vous voyez les principaux investisseurs privés en géo-ingénierie solaire, ça va être à 45% la tech, secteur de la tech. Là, vous voyez par exemple Bill Gates. Ensuite, ça va être la finance, le commercial et le domaine de l'extraction carbone. Voilà un peu pour les financements. L'intérêt économique prévaut, encore une fois, sur cette thématique-là, sur l'intérêt politique. Complètement. Et ce qui le montre aussi, c'est qu'effectivement, on a déjà des commercialisations, des processus de commercialisation de la technique, avant même que la sphère politique se soit emparée du sujet. Alors, il y a des États qui se sont emparés du sujet. Par exemple, les États-Unis, clairement, ont signé comment il s'appelle, l'acte sur l'intervention atmosphérique sous Donald Trump, en disant, voilà, on y va. Nous, les États-Unis, on y va. Donc, politiquement, il y a une volonté, sans doute influencée a priori par les secteurs privés, bien sûr. Tout à fait. Mais par exemple, en Europe, il n'y a rien sur le plan politique. Mais parce que l'Union européenne aussi pèse peu. Oui. Mais l'Union européenne s'est positionnée sur l'extraction du carbone, par exemple. La géo-ingénierie solaire, c'est un peu plus tabou en Europe. Et il y avait eu, au mois de juin dernier, une communication de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui disait qu'il fallait prendre avec beaucoup de prudence les techniques de géo-ingénierie solaire. Donc, il est possible que sur la scène internationale, on ait une Union européenne qui soit un peu modératrice par rapport aux ambitions d'autres États, notamment comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, en fait, qui sont les deux vraiment principaux pays qui investissent et qui font des modélisations. On n'a personne en France qui fait de la modélisation des risques de la géo-ingénierie solaire. C'est des dollars? Oui. C'est quand même assez dérisoire. Ah, pour l'instant, oui. Pour l'instant. 38 millions. Oui, tout. Les États-Unis, c'est de la rigolade. Ouais. C'est quand même un truc assez anecdotique. Alors, anecdotique, pas tant que ça, je pense, parce que, en fait, pour l'instant, ça ne finance que des activités de modélisation. Et puis, les technologies en elles-mêmes ne sont pas si coûteuses que ça. Mais effectivement, on n'est pas encore dans le pic de financement pour le domaine. La France, c'est 210 000. Je pense que France, c'est des techniques plus ensemencement des nuages, je sais pas. Alors que États-Unis et Royaume-Uni investissent dans des techniques planétaires. Pareil, l'Allemagne, vous voyez assez haut parce que l'Allemagne finance des opérations, des recherches, en tout cas, de blanchissement des nuages, etc. Mais ils ne sont pas positionnés sur une intervention planétaire. Oui, justement, je me demandais en fait si on reste dans une logique pays du Nord, pays du Sud, avec des pays du Nord qui vont plutôt, eux, s'intéresser à leurs intérêts environnementaux, à eux, au détriment des pays du Sud. Alors, c'est une question compliquée parce que vous allez avoir un peu les deux sons de cloche, c'est-à-dire que, manifestement, à la base, la géo-ingénierie, c'est une idée des pays du Nord pour ne pas remettre en question un système socio-économique qui arrange bien l'Occident, ça c'est un fait.
Et donc aujourd'hui, au sein des pays du Sud, vous allez avoir 2 sons de cloche. Il y en a certains qui vont dire c'est mort, vous ne faites pas de géo-ingénierie sur nos continents, vous ne faites pas de géo-ingénierie tout court, nous on est opposés à ça, ça n'est pas une solution. Vous êtes en train de perpétuer le système qui fait qu'aujourd'hui nous sommes déjà en danger vraiment exactement. Et vous allez avoir d'autres États en développement qui au contraire vont dire bah, c'est notre seule chance de survie maintenant. Donc il y a un peu les deux sons de cloche et en même temps, donc, parmi ce deuxième groupe d'États en développement, certains vont dire c'est aussi notre seule chance d'avoir une voix au sein des négociations internationales. Le jour où on maîtrisera la géo-ingénierie, là on pourra aller parler à la table des grands. Donc voilà, c'est assez compliqué, sachant que, encore une fois, il faut prendre en compte le fait que certains États n'ont plus aucune chance de survie, sauf celle-ci. Et là ça devient assez délicat. Une des raisons pour laquelle on en est là, c'est quand même avec l'OPEP. Et l'OPEP, il y a quand même beaucoup de pays en voie de développement. Et quand c'est déjà le désert, ils s'en foutent, 2-3 degrés de plus. Alors c'est plus compliqué. Ils sont très riches grâce au pétrole. L'Arabie Saoudite, ces pays-là, ils ne sont pas spécialement. Oui, mais ce ne sont pas les États responsables du réchauffement climatique actuel. Aujourd'hui, ce sont parmi les principaux émetteurs actuels. Mais le réchauffement qu'on éprouve aujourd'hui, c'est du réchauffement historique lié à l'industrialisation historique. Et parmi les émetteurs historiques, c'est les pays européens et les États-Unis. Donc malheureusement, si on regarde la responsabilité climatique des États, les grands pétroliers actuels ne sont pas en train d'améliorer les choses, clairement. Ils sont en train de préparer le réchauffement du siècle prochain, sans doute. Mais en tout cas, ils ne sont pas les responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Les chiffres nous montrent bien qu'on est sur une responsabilité historique majeure des États voilà, États-Unis, Union européenne, c'est les Royaume-Uni, voilà, c'est les responsables des changements climatiques actuels, ce qui fait qu'il y a la mise en application de ce principe de responsabilité commune mais différenciée, qui concerne au premier chef. Mais je peux vous montrer ça aussi si vous voulez. Je vais vous faire tous les rapports de notre observatoire du coup, mais ça vous montre un peu sur les j'ai fait une petite plaquette là-dessus qui vous montre bien la question de la responsabilité. Alors c'est où? C'est ici. C'était sur la Chine à la base. Hop. Voilà. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc, alors, il y a plusieurs manières de voir ces chiffres. La première, c'est de voir qui émet le plus en 2021. C'est les chiffres les plus récents. Donc, effectivement, là, on voit Chine qui est passée en premier depuis maintenant plusieurs années. États-Unis, Inde, Russie, Japon, Iran, Allemagne, Arabie Saoudite, Indonésie, Corée du Sud. Ça, c'est le classement de nos champions contemporains. Maintenant, effectivement, si on regarde les plus gros émetteurs de dioxyde de carbone par habitant, là, on voit arriver tous les États pétroliers. Puisque, relativement au nombre d'habitants, en fait, c'est énorme. Alors que la Chine émet beaucoup, mais il y a une telle, voilà, il y a une telle démographie que, en fait, c'est dérisoire comparé à ces États-là. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, si on regarde les émissions cumulées historiquement, vous ne voyez pas apparaître ni le Qatar, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats Arabes Unis. On est bien sur les États-Unis à 24%. Et c'est ces émissions cumulées qui font le réchauffement actuel. La Chine à 14%, la Russie à 7%, l'Allemagne à 5%, le Royaume-Uni à 4%, le Japon à 4%, l'Inde à 3%, le Canada à 2%, l'Ukraine à 2%, la France à 2%. Si vous voulez, c'est vrai, mais je dirais, s'il n'y avait pas le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, tout le volume de production s'il n'était pas disponible, les prix du pétrole seraient beaucoup plus élevés et les changements énergétiques auraient eu lieu plus tôt. Bon, on n'a aucun intérêt, personne, ni aux États-Unis ni en Europe, n'a intérêt à faire ces changements énergétiques aujourd'hui. Enfin, c'est pas qu'une affaire de marché et de prix du pétrole. On a des États occidentaux qui n'ont aucune envie de faire ce changement énergétique et qui, en plus de ça, pour disons,
là, on voit la répartition mondiale des émissions, aussi pour apparaître moins haut dans ce classement. Ce qui se passe, c'est qu'on exporte nos émissions maintenant. Si vous voyez ici, en rouge, vous allez voir tous les États qui exportent du carbone, c'est-à-dire qui ont externalisé toute une partie de leur industrie, les plus émettrices. On voit bien sur cette carte ce que ça dessine. On voit des États ici qui importent, en fait, qui sont en train d'émettre pour nous. C'est ça qui se passe. Et donc, vous voyez, cette question de la responsabilité, elle est vraiment très compliquée. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de défendre les États pétrogaziers qui ont une responsabilité majeure à l'heure actuelle pour le réchauffement futur et qui, en plus, sabotent tous nos processus de négociation internationaux actuels. Hein. Ça, c'est clair et net. Par contre, aujourd'hui, quand on cherche un responsable pour le changement climatique, ce n'est pas vers eux qu'on se tourne. Et c'est ce qui complexifie les relations internationales autour du climat, et c'est ce qui fait que eh bien, la géo-ingénierie vient en rajouter une couche, et à de nombreux égards, les États en développement se tournent vers les plus grands émetteurs actuels pour lutter contre l'Occident, qu'ils considèrent comme responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais c'est très compliqué. Alors, très bonne question. Donc, moi, j'ai travaillé un certain temps à l'état-major des armées, où, en fait, dans une section de l'état-major qui travaille sur les enjeux de sécurité climatique et énergétique. Et ça a commencé à devenir un enjeu là-bas. Donc, en fait, dès que j'ai fini mon premier poste à l'état-major des armées, j'ai embrayé sur une thèse sur ces sujets-là. Et en fait, plus les années passent, plus ça devient un enjeu montant. Et donc, j'arrive à convaincre, par exemple, j'ai convaincu mon institut actuel de faire un rapport sur le sujet. Donc, ça m'a un peu confortée dans cette ligne directrice, mais à la base, c'est juste des études d'histoire des sciences et des techniques et une expérience dans le secteur de la défense et dans cet écosystème très, très particulier qui est le secteur de la défense, mais appliqué au climat. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Et... Tout à fait, oui, ouais, tout à fait. Ça n'a pas posé de problème justement dans votre spécialisation? Pas du tout, parce que alors moi j'ai effectivement j'ai fait des études dans un écosystème très particulier qui est celui de l'histoire des sciences et des techniques, où en fait on a plutôt des formations histoire, sociologie, anthropologie, etc. Et donc quand on fait nos terrains, quand on fait des entretiens avec des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, il faut s'accrocher un peu au début, mais ça se fait plutôt bien quand même. Et on a la chance précisément d'avoir souvent dans nos laboratoires des personnes qui, au contraire, viennent plutôt de la sphère ingénierie ou physique, etc. Et qui après ont rebasculé dans le côté plus histoire, sociologie. Et donc par l'échange, on arrive à s'en sortir tous ensemble. Ah ben, personne en sciences dures ne fait d'analyse critique de ce qui se passe là. Les gens sont plutôt dans une dynamique problème-solution. L'apport de l'histoire et de la sociologie des sciences, c'est de remettre ça dans un contexte socio-économique plus global et de mettre en évidence aussi tout ce qui n'est pas scientifique et qui traverse la science. Toutes les dynamiques, aussi l'idéologie qu'il y a derrière, parce que quand on est un scientifique ou un ingénieur, on a aussi des idéaux, on est imprégné par un certain contexte politique, on a des idées aussi, et tout ça, ça traverse la pratique scientifique. Et donc, effectivement, notre rôle, c'est d'éclairer ces sujets-là. Et souvent, on parle avec des personnes qui pratiquent la science sans forcément connaître toutes les limites de leur pratique, qui ne sont pas vraiment des limites, en fait, c'est juste remettre... prendre la science pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même une activité humaine, et pas un savoir qui descend directement du ciel et qui est pur et objectif. Ça, c'est quelque chose qu'on rejette maintenant, ce qui motive la sociologie des sciences, quoi. Vous êtes beaucoup de femmes dans votre expertise, ouais. dans votre profession? En géopolitique, pas du tout. C'est plutôt dominé par les hommes. Mais dans ce petit écosystème où on travaille sur les enjeux de géopolitique du climat,
défense et climat, défense et énergie, là, il y a une population un peu plus féminine. Vous sentez, le rapport justement que vous pouvez avoir, le fait que vous soyez minoritaire dans une équipe d'hommes, est-ce que ça pèse dans les relations de travail professionnelles, dans la portée de votre voix, de votre avis, de vos conclusions? Oui, je pense. Alors, tout dépend. Je pense qu'à l'échelle de mon institut, plus généralement, on voit très bien que souvent la voix des femmes, et a fortiori des jeunes femmes, parce que moi j'ai moins de 30 ans, elles pèsent beaucoup moins et on est pris peut-être moins au sérieux. Je pense que je fournis beaucoup plus d'efforts pour me faire respecter, parfois beaucoup plus de travail scientifique pour aboutir à la même reconnaissance. Ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment beaucoup et qui mène aussi à plein de problématiques de temps de travail, de santé mentale, etc. Parce qu'on se rend compte qu'on doit parfois faire le double, le triple d'efforts pour obtenir une reconnaissance similaire. Un exemple précis, je ne sais pas, mais simplement pour... je pense dans le cadre de la production d'un rapport, on en attend de manière tout à fait inconsciente un peu moins, je pense, des jeunes femmes. Et les personnes qui jugent les productions scientifiques ont généralement des idées préconçues et vont projeter pas mal de fragilités qui ne sont pas forcément présentes dans le travail, ou en tout cas les présupposer avant d'être mis face à la qualité du travail scientifique, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je ressens. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, ou si vous l'avez ressenti dans votre parcours. Non, Ok. Alors après, moi, je vois des militaires aussi beaucoup. Voilà. Des vieux généraux qui, si je vais à une réunion à l'état-major avec mon stagiaire, parfois c'est mon stagiaire qu'on regarde parce que c'est un homme, même si il a 10 ans de moins que moi. Bon. Le public est différent, comme ce sont des adolescents, enfants en âge d'être adultes, on a aussi une voix féminine qui, du coup, va peut-être plus compter dans d'autres milieux où là, le fait d'être une femme peut être un peu plus, pas handicapant, mais peut être un signe distinctif. Oui. Là, en l'occurrence, moi, je ressens pas. Mais je comprends, l'univers militaire étant ce qu'il est. Tout à fait, ouais. Je comprends que vous ayez une faille s'imposer sans trop s'imposer, trouver la bonne mesure, en fait. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi, on ressent beaucoup de différences de genre dans la manière dont on aborde les sujets. Et on se faisait la réflexion pas plus tard qu'hier avec des collègues. Alors, c'est vraiment pas à généraliser à outrance, mais ce qu'on ressent beaucoup sur les sujets climat et énergie notamment, c'est une plus forte tendance des femmes à être réticentes aux solutions fondées sur l'innovation technologique, par exemple. Vraiment, statistiquement, on voit qu'il y a beaucoup plus de discours critiques qui sont portés par les femmes, peut-être aussi à mettre en lien avec les formations, justement parce que les femmes vont peut-être un peu plus vers les humanités, et donc il y a cette tradition critique de la technologie peut-être, je ne sais pas, on va rester prudente, alors que statistiquement, on a beaucoup plus d'hommes qui vont porter les innovations technologiques, porter la confiance dans le progrès technologique, et donc ça, on le ressent dans nos échanges de tous les jours. Et c'est vraiment une différence qui, je pense, est accentuée portée par le genre, que je trouve très intéressante, qu'il faudrait approfondir. La géo-ingénierie, 97% des discours sur la géo-ingénierie sont portés par les hommes. Voilà. Il y a une part de plus en plus importante de femmes qui, justement, vont vers ces métiers-là, ou c'est lent? Alors, je ne suis pas spécialiste de cette question. Je vois de plus en plus de personnes, de femmes en sciences atmosphériques qui vont travailler, par exemple, sur les rapports du GIEC, qui vont prendre la parole. Enfin, voilà, on a des figures maintenant assez iconiques, Valérie Masson-Delmotte, etc. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes en sciences atmosphériques, mais qu'on a encore d'énormes écarts genrés. Notamment par rapport à des postes à responsabilité à voix. Alors, ça, je ne saurais pas vous dire, parce que moi, j'ai plutôt une vision sur la recherche. Donc, je vais plutôt voir un peu comment
Est-ce que telle ou telle discipline de recherche va plus ou moins être portée par des femmes? Maintenant, l'accès à des postes à plus haute responsabilité, je ne saurais pas vous dire. Parce que dans la recherche, c'est très linéaire. En fait, on est tous chercheurs jusqu'à la retraite. Il n'y a pas forcément de... Beaucoup moins que dans d'autres fonctions. Et du coup, comme il y a des filles qui sont là, si vous aviez un conseil à leur donner, si elles voulaient se diriger vers... la géo-ingénierie, vous voulez... Pour la géopolitique? Vous aimeriez faire de la géopolitique? Ouais. Bah, alors un conseil, faut juste s'accrocher et ne pas... Alors, moi, par exemple, pour ma petite expérience personnelle, alors, je sais que vous n'avez plus de filière L, S, ES. Moi, j'ai été traumatisée par ces filières parce que j'ai voulu aller en L et tout le monde m'a dit surtout pas, faut pas faire d'humanité, faut pas aller dans ces en fait, voies professionnelles qui sont complètement bouchées, faut aller faire de l'ingénierie, etc. Et donc, j'ai un peu ce double... Enfin, tout à la fois, si vous avez envie de devenir ingénieur, d'aller faire des métiers techniques aussi, il faut vous en saisir parce qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit monopolisé par les hommes. Et en même temps, si vous voulez aller faire des humanités, c'est beaucoup moins bouché que ce qu'on croit. Vous avez vraiment toutes vos chances si vous vous accrochez, si vous travaillez dur. Moi, on m'a dit jamais tu feras de recherche, tu seras au chômage, etc. Je suis très bien dans mon métier. Et non seulement je suis très heureuse de ce que je fais, et en plus je ne suis pas particulièrement dans une situation précaire financièrement. Donc, si vous voulez faire de la géopolitique, il faut y aller à fond. Après, des conseils, alors moi, j'ai fait une prépa littéraire. Prépa littéraire, c'est toujours sympa pour avoir vraiment un bagage très solide, mais alors géopolitique, vous pouvez très bien rentrer en master de géopolitique en ayant fait un peu tout et n'importe quoi avant, du moment que c'est plutôt une culture sciences sociales. Et il y a des très bons masters de géopolitique en fac, je pense à la fac Paris 8 notamment, mais je ne connais pas forcément toutes les facs en France, mais il faut juste, allez-y, quoi. Et vous vouliez faire de la recherche, vous saviez que vous vouliez faire de la recherche depuis longtemps? Ouais, au lycée, ouais, je savais. Ouais. Donc c'était assez tracé, vous connaissiez votre chemin. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Je ne savais pas encore dans quelle discipline exactement. Je voulais faire de la recherche en philosophie. Bon, voilà, c'est peut-être un peu moins financé, mais... Donc après, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adapte, on bifurque aussi. Moi, j'ai senti que les financements étaient plus côté géopolitique. Et petit à petit, on s'adapte, les années passent, on sent aussi, on voit venir les opportunités. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer un peu dans l'inconnu et au fil du temps, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et donc typiquement, moi, effectivement, je partais sur un parcours en philosophie et j'aime toujours autant la philosophie. Et puis j'ai vu venir une opportunité en sciences sociales et humaines, mais de manière un peu plus large. Et puis je l'ai saisie et ça m'a fait découvrir autre chose. En fait, on a des passerelles qui sont beaucoup moins Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, avec un master d'histoire des sciences, j'ai fini au ministère des Armées. C'était pas évident. Si on me l'avait dit au lycée, j'aurais dit t'es sûr que ça marche l'histoire pour... Et en fait, il y a pas mal de passerelles. Ouais. C'est plus ouvert que ce qu'on pense. Tout à fait. C'est un peu l'histoire des arts aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être. Ouais. Non, c'est pas. Et puis n'ayez pas peur de faire des choix et de revenir dessus par la suite. C'est pas grave.